dis, ben, c'est ta mère, elle a pris soin de toi, ben, la moindre des choses, c'est que tu fasses pareil. Puis à un moment donné, ben, tu t'aperçois que tu peux plus. Il y a des fois que j'aurais envie de tout lâcher là puis de m'en aller. Mais pour ça, je dis, ben non, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est ça qui m'arrive assez souvent. J'aurais aimé ça que quelqu'un s'assoie devant moi et dise, regarde, moi, j'ai vécu ça, là. Mais où est-ce que tu t'en vas dans un chemin vraiment sinueux. Faut que tu tempères tout ce que tu donnes. C'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources. Si elle veut continuer à être aidante. Sinon, je pense que ça ne sera pas facile. Avoir du support à la maison, là, c'est super important. Et surtout avoir du répit personnel, du ressourcement. Juste le fait de rencontrer des gens qui ont des personnes handicapées comme un peu dans notre genre, c'est juste le fait d'en jaser, des fois, ça soulève un peu le... C'est là que je me suis rendu compte que les aidants, là, on pouvait s'aider entre nous autres aussi. Être présent 24 heures sur 24, être attentif aux besoins d'autrui, n'avoir que de rares moments de répit et vivre avec le stress et la maladie, tel est le lot des personnes aidantes. Une grande majorité de femmes constituent le bassin d'aidants naturels au Québec et ailleurs dans le monde. Leur espérance de vie plus élevée, leur propension au don de soi et le taux moins élevé de femmes souffrant de maladies dégénératives font d'elles des aidantes idéales. Le quotidien, c'est des répétitions à l'infini. Il se lève le matin, il va chercher son journal, il lit le journal tout l'avant-midi sans avoir rien lu. On dîne, il se couche un peu après dîner. Après ça, il me dit, est-ce qu'on sort en automobile? Alors, il faut partir en automobile, faire un tour. Il revient, on soupe, puis après souper. Avant souper, c'est quand il est de bonne heure, on a le temps de jouer une partie de skip-bo. Il aime ça beaucoup jouer au skip-bo. Puis il faisait ses mots croisés autrefois, puis il n'en fait plus du tout. Ça, il ne comprend plus rien là-dedans. Le soir, il écoute la télévision. Là, depuis que le hockey a commencé, il écoute le hockey. Sans encore savoir quelle équipe joue. Il me demande le nom des équipes à toutes les 5 minutes. Je répète le nom des équipes. C'est ça. Okay. C'est ça notre journée. Ouais. Okay. Nancy, là, c'est du 24 heures. Autant la nuit que le jour. Quand elle fait des crises le soir, des absences, souvent, je vais dire, je vais aller coucher avec elle pour savoir si elle en fait. Parce qu'elle peut se lever dans le lit debout, là. C'est dangereux. Elle n'est pas petite, là. Fait que je me couche. Et lui, il passe les nuits tout seul. Des fois, c'est lui qui va aller la surveiller. Moi, je reste dans mon lit parce que j'ai besoin de sommeil, moi aussi. Fait qu'on se relève. Le défi, moi, c'est d'essayer de le garder le plus possible dans la réalité de la vie. C'est pour ça que je sors avec lui, on va prendre des marches, mais on ne peut pas aller voir des gens, ça, il ne veut pas voir personne. Puis même, il veut aller au centre d'achat, rencontrer beaucoup de monde, mais pas connaître personne. Et on ne peut pas aller voir d'amis, il ne veut plus. Puis on ne peut pas beaucoup en recevoir chez nous, il n'aime pas ça. Même nos petits-enfants, là, ils viennent, mais il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps. Les jeunes, ça, il y a de la misère à accepter les jeunes. Fait que mon défi, c'est d'essayer de le tenir dans la réalité le plus possible. Mes réussites, oh là là, il n'y en a pas beaucoup de réussites. Des fois, c'est pas facile de réussir. Je peux arriver parfois, à force de répéter, je vais te donner l'exemple du déshumidificateur. Bon, j'ai mis une grosse étiquette sur le déshumidificateur disant comment l'ouvrir, comment le fermer. La première année, ça n'est jamais servi. Il n'a jamais vu ça. Il a toujours tout dérangé, tous les systèmes. Puis l'été dernier, il était correct. Il était capable. Un an après, bon, ça, je me dis que c'était une réussite, mais comment ça se fait que j'ai réussi, je ne le sais pas. Mais c'est ma réussite. À part de ça, il n'y a pas grand réussite. J'explique, puis je répète, puis il me fait répéter à l'infini n'importe quoi. Oui, je suis patiente. J'étais pas patiente, puis je m'aperçois que je suis devenue patiente. Il faut que je le sois, parce que dans le fond, je me dis, il ne mérite pas que je le dispute, puis que je me fâche, puis que je le brusque, puis que je m'en aille. C'est pas un mauvais garçon. C'est quand même pas de sa faute s'il est malade. Fait que là, c'est moi la plus raisonnable des deux. Il faut pas les contredire. Hein. Il faut aller dans le sens de ce qu'ils disent. Mais c'est difficile parce qu'elle ramène toujours tout. Il faut dire que la maladie d'Alzheimer, comme telle, c'est pas si pire que ça. Là. On veut dire, on peut très bien, les aidants peuvent très bien vivre avec quelqu'un qui est agréable. Mais ma mère n'est pas agréable. Elle est très dépressive. Fait que c'est plutôt
le contexte de la dépression qui est dérangeant, plus que l'Alzheimer. Plus qu'elle te répète 50 fois de suite, là, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. C'est plus dérangeant qu'elle soit tout le temps, je vous dirais pas de bonne humeur, là, mais dépressive. C'est ça qui est difficile. Fait qu'elle n'a pas de conversation. Tu peux pas lui demander ce qu'elle a fait, elle ne sait pas, là. Fait que elle vit le moment présent. Elle n'a plus de passé. Elle n'a plus d'avenir. Puis le moment présent, il est en train de disparaître aussi. C'est ça, la maladie d'Alzheimer. C'est difficile, puis aussi, il a perdu beaucoup d'intérêt à tout, à la maison. Comme là, autrefois, mettons, s'il voyait quelque chose, une tache à terre, il la lavait. Maintenant, tu regardes ça, puis il ne fait rien. Il ne peut plus rien faire, il ne sait plus quoi faire avec ça. Je pense qu'il aurait de la misère à planter un clou. Il ne sait plus ce que c'est, ça. Il va prendre son marteau, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il passait la tondeuse. L'été dernier, il passait encore la tondeuse, mais la voisine m'a dit, il passe toujours en même place. Bon, ça fait que là, j'ai commencé à sortir dehors avec lui, puis le diriger pour passer à la tondeuse. Puis à un moment donné, j'ai demandé à un voisin s'il viendrait, je le paierais, puis il passerait à la tondeuse. Là, il était fâché. Il n'y a pas d'affaire à venir ici passer à la tondeuse. Si je suis encore capable, c'est moi qui vais faire ça. Il a fallu là, que je dise au monsieur qui passait à la tondeuse, s'il vous dit, allez-vous-en chez vous, vous direz, là, je vais la finir, là, mais je ne viendrai plus jamais. Là, ça a marché comme ça. Puis l'année prochaine, quand il va recommencer à passer à la tondeuse, il va encore dire, je suis capable, mais il n'est plus capable. La neige l'hiver, c'est pareil. Oh, il perd des facultés essentielles dans la vie, là. J'ai pas de misère pour lui faire prendre sa douche. Il s'habille comme il faut, il choisit son linge, je prends sa douche, j'ai pas de problème. Manger, c'est pareil. C'est correct, ça. Un jour, ça ne sera pas quoi. Ça sera pas aussi beau, mais là, c'est comme ça, correct. Même encore aujourd'hui, la meilleure médication, c'est de maintenir l'autonomie de la personne. Donc, maintenir l'autonomie de la personne, c'est de laisser la personne faire ses choses malgré ses difficultés pour qu'elle conserve ses acquis le plus longtemps possible. Le maintien à domicile est essentiel pour la personne atteinte. Pourquoi il est essentiel? Parce que la personne se maintient dans ses repères, dans son environnement, lui permet de se reconnaître quand la maladie évolue. Il y a des fois que j'aurais envie de tout lâcher là puis de m'en aller. Puis après ça, je dis, ben non, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est ça qui m'arrive assez souvent. Tu sais, quand tu as passé la soirée à répéter à toutes les 5 minutes le nom de la personne qui était à la télévision, puis là, c'est qui? J'ai encore oublié son nom. Tu répètes son nom, répète. À un moment donné, là, jour après jour, je me dis, si j'étais donc toute seule. Je n'avais pas pensé, moi, que dans ma vie, ça finirait comme ça. Et c'était pas un imprévu, mais c'est pas une fin de vie que j'aurais aimé avoir. Pour les aidants naturels, les peines et les joies se côtoient de très près, souvent dans une seule et même journée. Ils se balancent constamment entre des sentiments comme l'amour et la culpabilité, le bonheur et la tristesse. Ces sentiments et bien d'autres encadrent constamment la relation aidant-aidé. C'est pourquoi il est nécessaire pour l'aidant naturel d'apprendre à gérer ses sentiments pour pouvoir créer une bonne relation avec l'aidé et se protéger d'un stress qui ronge son énergie et sa santé physique et psychologique. Des fois, oui, des fois, je suis en colère. Je suis en colère, mais il ne faut pas que ça paraisse. Des fois, je suis en colère. Je suis impatientée, bien impatientée d'avoir de temps à être obligée de répéter, puis que je me dis, c'est pas à veille de finir. J'en ai encore peut-être pour 4-5 ans, peut-être même plus, c'est pas à veille de finir. Ça, c'est difficile. C'est un sentiment d'impuissance. Parce que je sais que peu importe ce que je fais, j'aurai jamais de réussite, j'aurai jamais de succès. Puis en même temps, un sentiment de peine, parce que j'aime mon mari, puis ça me fait de la peine de voir qu'il est dans cet état-là, puis qu'il ne s'améliorera pas. Au niveau des dynamiques conjugales, on essaie de travailler beaucoup avec la personne à des petits changements. Je ne vous dis pas qu'on arrive à d'énormes changements, OK? Mais le changement appartient
à la personne. C'est sûr que notre rôle est d'aider le proche aidant à cheminer vers un petit changement. Puis quand je vous parle d'un petit changement, là, ça peut être là, 2 heures pour aller prendre un café. Je vous parle même pas de répit pour aller faire un voyage là, d'1 mois là, dans le sud. Pas du tout. Je vous parle de petits changements. Puis oui, les petits changements, on risque de déplaire. Mais vous savez, on travaille sur ces résistances-là. On fait des jeux de rôle aussi. Hein? Moi, je m'assois devant la proche aidante, puis je lui parle. Je fais comme si j'étais l'aidée, puis je lui apporte toutes mes résistances. Alors, on outille, hein? On essaie d'outiller la personne à communiquer ses propres besoins, ce qui n'est pas facile. Parce que notre génération antérieure, les femmes étaient beaucoup dans le devoir et dans les soins au niveau des enfants, puis ont comme la perspective que c'est une continuité des soins au niveau de la vieillesse aussi. Tu sais, les femmes de mon âge, là, ça a le sentiment du devoir. Puis ça, on peut pas je ne pourrais jamais me sortir de ça. Si j'avais 25 ans comme mes filles, on passe à d'autres choses. Change de chum, c'est pas grave. Mais à mon âge, là, on peut pas. C'est dans mes convictions à moi, c'est le devoir accompli. Il faut le faire. C'est là, je ne m'en sortirai pas. À 80 ans, je ne m'en sortirai pas. Quand j'ai su le diagnostic de mon mari, j'étais dans tous mes états. Je n'étais plus la même, autrement dit. Puis j'ai eu la preuve que je n'étais pas la même. C'est que s'il me demandait d'un verre d'eau, je pouvais courir pour lui donner 2 verres d'eau. J'étais à son service effrayant, sans m'en rendre compte. Puis une bonne fois, j'ai été à son service, que je vais être rendue à bout. J'ai dit, pourrais-tu, moi je disais, chez nous, là, c'est pas bien vain de dire ça dedans. Ça paraît là-dedans. Là. Moi, quand je disais viergette, là, tout le monde prenait chacun leur trou. Hein? C'est que je n'avais 6 pieds par-dessus la tête. Puis là, j'ai dit, pourrais-tu me laisser tranquille et aller t'asseoir sur un ton assez sévère, hein? Puis j'ai dit, tu t'assois là, sur ce fauteuil-là, là, puis tu me laisses la paix pour 1 demi-heure au moins, là. Puis j'y monte l'horloge, là, hein? 1 demi-heure au moins. Puis à un moment donné, j'ai aidé à s'asseoir, il s'est assis, puis là, il m'a regardé avec des grands yeux, puis il a dit, « Ah, maman, quand est-ce que t'es arrivée? Où t'étais allée? » Ça faisait peut-être, je ne sais pas combien de temps qu'il ne me reconnaissait pas. Mais là, penses-tu? Puis là, après, il m'a dit, il est venu quelqu'un qui m'a parlé fort, j'aime pas ça. Il dit, je sais pas, il va falloir que tu surveilles, il a dit. Il dit, quelqu'un qui a parlé fort, puis moi, ça m'énerve, j'aime pas ça. Fait que là, imagine-toi la culpabilité que j'ai vécue. C'est fou parce qu'on s'en veut, parce qu'on y va pas ou on l'a pas appelé, mais dans le fond, là, elle le sait même pas, là. Tu sais, plusieurs fois où ma soeur n'est pas venue avec moi, jamais elle a demandé, elle n'est pas là, ou jamais. C'était hello, elle n'est pas là, pas là. C'est aussi simple que ça, là. Fait que dans le fond, tu t'en fais pour des choses qui, elle s'en aperçoit même pas. Là. Parce que je peux y aller, puis je vais l'appeler le lendemain, puis elle va me dire, moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Avant qu'elle soit là, même, j'y allais l'après-midi, elle appelait le soir, puis elle me disait, vous n'êtes pas venu en fin de semaine, quand j'avais passé le dimanche toute la journée, tu sais. Ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, regarde, je me fais en 4 là, pour rien, là, parce qu'elle ne s'en rend même pas compte. Mais si tu te fais pas en 4, c'est toi qui t'en veux pareil. Parce que tu te dis, ben regarde, elle a pris soin de moi, la moindre des choses, c'est que je prends soin d'elle. Une personne à qui l'on diagnostique un cancer ou encore une maladie dégénérative comme l'Alzheimer ou le Parkinson se retrouve bien souvent isolée. Lorsque l'un de ses proches choisit de lui venir en aide quotidiennement, ce dernier entre également dans cette bulle de solitude. La famille et les amis de l'aidant et de l'aidé les délaissent tranquillement jusqu'à ce qu'il se retrouve isolé et sans aucun soutien. Ces gestes sont vécus par l'aidant naturel comme une démission des proches à son égard, comme un abandon au moment même où il en a le plus besoin. Les circonstances font que l'aidant naturel a moins de temps pour lui et ne trouve plus d'oreilles pour l'écouter.
Le dossier des aidants naturels m'a extrêmement intéressée. Il y avait, heureusement, dans mon isolement à ce moment-là, parce que, bon, les amis te trouvent beaucoup moins glamour, tu es moins disponible, donc tu es moins au fait. Donc, j'ai vu ceux qui étaient les vrais d'entre les faux sont restés, mais les autres, au point de vue social, on a vraiment senti un délaissement. Au point de vue de la famille, bien, très souvent, ils sont dépourvus. Ça leur fait peur ou ils sont pas prêts à faire face à la maladie parce qu'au fond, quand on est aidant, on fait face à l'essentiel de la vie. Autant qu'une mère va connaître ce que c'est le début de la vie, le début du cycle, ben nous, on connaît la fin de vie, la fin du cycle. On peut être aidant naturel, on peut être parent, mais d'être parent et aidant naturel, c'est une tâche gigantesque. Et moi, ma plus grande surprise en étant coordonnatrice du RANCA, ça a été de découvrir à quel point les parents sont peu supportés. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ils font partie de la fameuse zone grise dont on parle. La charge familiale des parents, des autres enfants, d'aller travailler, d'avoir un soutien technique, les chaises roulantes, les lits, les lève-personnes, toute l'organisation sociale qui s'annule. Ces parents-là sont toujours tout seuls, ils ne sont pas invités nulle part, ils ont de la difficulté à trouver des gardiennes de confiance. Au fond, le sacrifice d'un parent aidant est tellement grand dans la société, alors il faudrait le reconnaître. Et ça, le RANCA travaille très fortement à faire reconnaître les autres types d'aidants. Il y a une chose que j'ai appréciée, moi, parce que le RANCA, les aidants naturels, depuis qu'on les a connus, mais on n'est pas beaucoup de personnes avec des enfants handicapés. C'est plus des personnes avec des personnes âgées, des personnes malades, tu sais. Soit leurs parents ou des choses de même. Mais c'était le fun parce que il était là puis il nous encourageait où vous avez pas de place puis tout ça. On a continué à y aller, malgré des fois on ne se sentait pas tellement à l'aise dans le groupe, là, mais en tout cas, on a continué à y aller. Puis c'est plaisant. Juste le fait de rencontrer des gens qui ont des personnes handicapées comme un peu dans notre genre. C'est juste le fait d'en jaser, des fois, ça soulève un peu le... On se sent pas tout seul. On se sent pas tout seul. Je pense que le fait de savoir que la famille est là, pour moment, c'était important pour elle, c'était important pour moi. Alors, c'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources, si elle veut continuer à être aidante. Sinon, je pense que ça sera pas facile. La personne va avoir de la misère, puis elle va se sentir toute seule. Il faut vraiment, vraiment sortir de son isolement. Peu importe le temps que ça va prendre avant qu'on sorte de notre isolement, parce que c'est pas évident de s'avouer qu'on est rendu aidante, puis qu'il faut faire quelque chose pour quelqu'un. Alors, il faut vraiment là, se respecter dans son cheminement pour être capable d'aller chercher toute l'aide qu'on peut, mais à notre rythme, pour se sentir bien tout le temps. L'aidant naturel s'appauvrit inévitablement. La plupart du temps, quand ils sont des personnes âgées, bien, la personne doit piger dans son budget pour pouvoir suppléer à la recette, en fait, aux dépenses familiales et peu d'argent qui lui reste, au fond, là, parce que les médicaments, tout ça, ça coûte très cher. Et puis tous les services là, qu'on a besoin, tous les appareils nécessaires pour permettre à une personne d'être autonome, ça coûte une fortune. Donc, le budget familial passe beaucoup là-dedans. Alors, l'aidant naturel, lui, il se retrouve là avec un appauvrissement. Et ça, c'est la chose la plus difficile, je pense, pour l'avoir vécu. C'est la chose la plus difficile. Là, on devient dans la simplicité volontaire au tout début. On dit, bah oui, je vais me passer de ci, je vais me passer de ça. Mais au bout de la ligne, c'est que là, tu aboutis carrément dans quasiment la pauvreté. L'aidant a une multitude de besoins particuliers pour bien assumer son rôle. En effet, outre l'équipement médical requis pour les soins directs à l'aider, la personne aidante a besoin de support pour apaiser son stress et son anxiété, de répit pour les multiples tâches qu'elle accomplit, ainsi que d'informations sur les ressources existantes pour lui venir en aide.
La situation de l'aidant est complexe. Elle sous-entend que l'aidant a les mêmes besoins que la population en général, en plus de besoins spécifiques à sa condition. Il en est de même pour l'aidé, qui se voit dépendant de quelqu'un en raison de son état de santé. Au niveau des besoins, moi, je vous dirais que les aidants naturels ont 4 besoins spécifiques. OK? Les besoins physiques, les besoins sociaux, les besoins d'estime de soi, puis les besoins pour combler l'oubli de soi aussi. Je m'explique. Dans les besoins physiques, on regroupe tous les besoins au niveau, les besoins de base, là. Bien s'alimenter, bien dormir, avoir une saine hygiène de vie, OK? C'est les besoins physiques, en gros, qui sont la base, OK? Parce que si vous avez un aidant en santé, c'est sûr que l'aidant va être en mesure de jouer son rôle de façon adéquate. Dans les besoins sociaux, c'est tous les besoins, OK, de sentiments d'appartenance. OK? Avoir besoin, être capable de consulter une amie, de téléphoner à un groupe, de participer à des rencontres, socialiser, aller à une réunion du Club Optimiste. C'est vraiment des besoins qui permettent à la personne de sortir de son rôle d'aidante naturelle et d'aller se nourrir pour pouvoir mieux jouer votre rôle d'aidante naturelle. Avoir du sport à la maison, là, c'est super important. C'est surtout avoir du répit personnel, du ressourcement. Être capable de partir, puis si tes enfants t'ont donné des billets pour aller au cinéma ou aller voir un spectacle ou aller souper avec eux ou avec tes petits-enfants, bien, ça prend quelqu'un à la maison. Tu peux pas laisser ta personne malade tout seul, là. Puis ça, là, c'est très, très important pour la personne aidante. Bien, l'aide qu'on donne, c'est sûr que je pense que c'est bien ciblé. On donne la bonne chose, mais le nombre d'heures ou le nombre de fois qu'on visite n'est pas assez. C'est sûr que c'est toujours une question d'argent, là, de budget et ainsi de suite. Mais je pense qu'en général, on cible bien le besoin, mais qu'on le comble, je suis pas sûre qu'on le comble toujours à 100 %. Ce que je fais pour la majeure de mon travail est de donner des bains. C'est sûr qu'on va donner aussi du répit pour des périodes restreintes d'à peu près 3 mois. On donne du répit aux aidants. Et on peut faire de la préparation repas aussi, des blocs de 3 heures où on va préparer des choses pour que la famille soit capable de se faire réchauffer ça. Fait qu'on a bain, répit, repas. Mais c'est sûr que la majeure, c'est des bains. Fait que quand on donne des bains, c'est sûr que, bon, l'aidant a pas à faire ça pendant la semaine. On va visiter les gens des fois, 1 fois, 2 fois, tout dépendant de leurs conditions. Puis c'est ça, le répit, les aidants peuvent quitter soit une journée, soit un bloc de 3 heures, tout dépendant de ce qui est accordé après une évaluation de la technicienne en travail social. Puis les aidés, d'habitude, aiment voir les auxiliaires. Là, ça leur change du quotidien. Puis c'est pas toujours la même fille qui y va non plus. Fait qu'on raconte des choses, puis on rit, puis ça fait changement que ça soit toujours soit la fille ou la femme ou le mari. Fait qu'on met un peu de vie dans leur milieu aussi. C'est très utile d'avoir des personnes qui viennent aider à la maison, donner son bain, voir ses besoins, un ergothérapeute pour mettre les trucs, là, pas qu'ils tombent, tout ça, là. Bien, ça, c'est super important, c'est sûr. Nous, en CLSC, c'est certain qu'on ne fait pas de traitement comme tel. Fait que c'est plus de l'adaptation. Fait qu'on va commencer par regarder, bon, c'est quoi les besoins de la personne, c'est quoi ses incapacités. Puis après ça, on va aller adapter la maison. Il y a des programmes d'adaptation du domicile qui existent, des subventions gouvernementales qui font qu'on va regarder si, admettons, ça prend une rampe d'accès, un ascenseur, élargir les portes, il y a un fauteuil roulant, adapter la salle de bain pour que les soins soient le plus faciles à donner. Ensuite, on va regarder au niveau, bon, le transport adapté. On va remplir si elle a besoin de transport adapté, les vignettes automobiles. Si elle a besoin d'adapter son véhicule, on va aller avec la SAC faire adapter le véhicule, la référer à l'endroit. S'il y a des fauteuils roulants, on va la référer vers où est-ce qu'on fait les demandes de fauteuils roulants. Là. Ici, c'est au Bouclier à Joliette.
Donc, c'est ça qu'on fait, c'est vraiment de regarder l'environnement. Puis après ça, on regarde avec la personne, on fait beaucoup d'enseignement. Parce que la personne qui a des pertes au niveau, disons, physique, ça a de la difficulté à faire ses transferts, aller à la toilette, aller à la salle de bain ou embarquer dans son lit. On va faire de l'enseignement. Fait qu'on va enseigner à l'aidant naturel comment faire les choses pour qu'elle puisse aider le plus possible la personne sans se blesser. Les aidants, dans le fond, je pense que un de leurs grands besoins, c'est d'être écoutés puis d'avoir un peu de répit. Fait que souvent, nous autres, quand on arrive en le CLSC ou tout le monde, souvent, ils vont se sentir envahis. Puis ils vont dire, ben là, c'est bien beau, on a des services, l'ergo vient, l'infirmière vient, la travailleuse, tout le monde vient, mais là, ils se sentent vraiment envahis. Puis des fois, c'est qu'ils auraient besoin du répit, tu sais, style, j'ai le goût d'aller au cinéma ce soir, mais c'est pas ça qu'on leur donne, nous autres. On leur donne du répit, oui, mais c'est comme le jeudi après-midi, le mercredi matin, tu sais, Fait que dans le fond, eux autres, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils voudraient comme être respectés dans leur... dans l'acceptation, premièrement, de la maladie, mais aussi dans leurs besoins de base. Des fois, ce qu'ils auraient besoin, c'est juste d'être à la maison, faire du cocooning un peu, puis que la personne pourrait sortir, l'aider pourrait sortir. Parce que dans le fond, on veut toujours faire sortir l'aidant, puis que l'aidé soit là, puis on vient donner des services, mais des fois, c'est l'inverse. Elle aimerait ça rester dans ses choses, puis qu'on puisse sortir la personne qui est aidée, puis dans le fond, elle juste avoir du temps pour elle, là. Fait que c'est souvent ça, mais je pense que les personnes, les aidants naturels, moi, je les appelle, c'est des cœurs sur deux pattes, là. C'est des personnes généreuses, mais qui ont tendance beaucoup à s'oublier. Fait que c'est vraiment d'essayer qu'ils se retrouvent dans ça, là, finalement. La personne malade a besoin beaucoup, beaucoup de ton attention. Elle t'interpelle souvent, elle a besoin de toi souvent. Fait que quand tu es en train de faire quelque chose, bien, faut que tu laisses ça là puis t'occuper de ta personne malade. Fait que à ce moment-là, il y a des choses qu'on est obligé de négliger dans la maison. Fait que, surtout que moi, j'ai fait un ACV, puis avoir quelqu'un pour aider à faire le ménage, à faire les commissions, des choses comme ça, là, c'est très important aussi. Mais moi, je mets l'accent sur le fait du ressourcement puis du répit personnel, en plus des autres choses. Les autres choses, là, c'est obligatoire. Ça, là, c'est un bonheur total. Puis moi, je pense aussi que ce serait important que la personne qui est malade, elle puisse avoir un suivi à la maison, soit par un médecin, qui sont rares, ou une infirmière spécialisée. Qu'elle vienne au moins une fois par mois constater comment il va, là, tu sais, là. Puis s'il a besoin d'aller voir un médecin, si elle trouve que ses médicaments, ça ne fonctionne pas, bien, nous, on n'est pas médecin, on n'est pas garde-malade, on est des personnes bien ordinaires, fait qu'on ne peut pas juger si ça ne fonctionne pas ou pas, là. Fait que la visite d'une infirmière à domicile, une fois au moins, ou à l'occasion, qui irait à la maison, ce serait aussi très important. La reconnaissance est la poussée morale qui encourage les aidants à continuer à s'engager envers l'aidé. La gratification est vécue comme une émotion positive ressentie par les aidants et elle est nécessaire dans leur relation avec l'aidé. Du répit, une présence, des paroles de réconfort et l'aide des institutions sont toutes des actions qui non seulement soutiennent l'aidant dans son quotidien, mais qui lui montrent qu'il n'est pas seul et que ses efforts sont reconnus. Parce que quand on calcule qu'on fait économiser au Canada 5 milliards de dollars par année, alors il y a quelqu'un qui en profite et il y a quelqu'un qui paye pour. C'est l'aidant naturel qui paye pour ça. Parce qu'il a décidé de prendre soin de quelqu'un avec amour. Il ne faudrait pas abuser de l'amour parce que, au fond, c'est une belle grâce, puis vraiment comment je pourrais expliquer, un privilège que d'avoir un aidant naturel à côté de soi. Mais s'il y a abus, dans le sens qu'il n'y a aucune condition pour les aidants naturels et puis ils doivent vraiment subir des méfaits importants dans leur vie, bien là, qui va vouloir être aidant naturel dans le futur? Parce que de plus en plus, la vie est exigeante. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, la société revise ses valeurs et puis se resitue pour qu'on ne rende pas des gens malheureux parce qu'ils décident par amour de s'occuper de quelqu'un. C'est ridicule, au fond. Moi, je la sens, la reconnaissance. Des fois, j'en parle avec des copains de travail ou des choses. Ils disent, en tout cas, je sais pas comment vous faites.
pour vivre ça au quotidien. Là. Même mon boss m'avait dit après-midi encore. Il dit, il sait que ça doit être dur. Il l'a pas vécu parce qu'il n'a pas ça, mais il reconnaît qu'on fait un travail très difficile. La reconnaissance devrait aller dans les deux sens. Le RANCA, elle nous aide, puis eux autres aussi, c'est des gens qui s'occupent de la RANCA. Tu sais, c'est du monde comme d'autres, et c'est des hommes qui ont des choses à faire aussi. Mais ils se donnent corps et âme pour essayer de progresser puis faire avancer le projet. Ça, il faut être capable de reconnaître ça aussi, de notre côté. On est reconnu de leur côté, puis du côté des voisins puis des amis, ceux qui veulent. Mais il faut reconnaître aussi que RANCA, il fait des bonnes choses de notre part, pour nous autres. C'est d'être reconnu aussi de côté gouvernement, puis des soins qu'on donne, savoir jusqu'à quel point qu'on peut donner. Moi, des fois, je dis je donne 200 %. Oui. C'est impossible, mais je le donne. Je suis sûr que je le donne. Il y a des journées, non, mais il y a des journées que... Moi, je suis reconnue, ma famille, ils me reconnaissent, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent nous aider. Alors, ils nous lèvent notre chapeau, mais ça finit là. C'est parce qu'il y a le sens qu'ils ne se sentent pas capables de faire ce que nous, on fait quotidiennement ou banalement, si on peut dire. Je vais vous parler des 4 étapes principales de la prise en charge. La première étape, OK, qui consiste à l'étape de la mise en place. OK? C'est vraiment l'étape où la personne réalise qu'elle doit donner des soins à la personne, mais à cette étape-là, elle dispose encore d'un espace vital. Elle peut facilement aménager son horaire de travail avec l'horaire pour donner les soins. À cette étape-là, l'épuisement est absolument pas perceptible. Il n'y en a pratiquement pas aussi. C'est l'étape où la personne intègre vraiment ce que ça veut dire le rôle d'aidant naturel. À cette étape-là aussi, il n'y a pas vraiment une désorganisation de la vie de l'aidante naturelle. Okay? La charge de travail n'est pas insurmontable aussi. À l'étape 2, c'est l'étape qu'on nomme la vie continue. À cette étape-là, il faut dire que l'aidant est assez stable au niveau émotionnel, l'aidé est aussi stable au plan santé, la famille collabore, il y a une stabilité. Exemple, la belle-sœur peut venir donner 2 après-midi d'aide. Okay? C'est une étape où il y a une vitesse de croisière raisonnable. Okay? À cette étape-là, l'aidante naturelle ressent peut-être aussi que son espace vital diminue un petit peu. On fait entrer les équipements à ce moment-là, mais on est encore capable de donner les soins. Puis je vous dirais qu'à cette étape-là, même les petites urgences sont considérées comme des défis. Okay? C'est une étape où on peut dire que l'aidante naturelle ne va pas nécessairement faire appel à nos services. L'étape 3, la résistance à l'usure. C'est l'étape qui est assez cruciale au niveau de l'aidante naturelle ou de l'aidant naturel. C'est l'étape où il y a un déséquilibre au niveau de la santé de l'aidant. Ça peut être aussi de la santé au niveau de l'aidé. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau des familles. Notre belle-sœur qui venait 2 fois ou 3 fois par semaine ne vient plus. Ça peut être un déséquilibre au niveau du logement, au niveau du travail. L'épuisement qui était imperceptible au stade 1 et 2 devient perceptible à cette étape-là. On sent que notre espace personnel comme aidante naturelle diminue de plus en plus. On a de moins en moins de temps pour soi. On a beaucoup de responsabilités au niveau du travail, au niveau des soins, puis on a de la difficulté à cumuler les deux. Je vous dirais qu'à cette étape-là, plusieurs aidants naturels consultent. Si, à cette étape-là, la réorganisation, exemple, si on refusait des services antérieurement puis on accepte des services dorénavant, si à cette étape-là, la réorganisation est réussie, l'épuisement diminue. Si par contre, à cette étape-là,
la réorganisation est un échec, bien, l'épuisement continue. Fait qu'on a devant nous un aidant qui se retrouve avec plus de stress, plus de fatigue, plus d'épuisement et qui peut mener même à la dépression. La dernière étape, qui est le seuil de rupture. C'est vraiment l'étape la plus difficile pour le proche aidant. C'est souvent l'étape où il y a un événement catalyseur qui va venir bouleverser complètement la vie de l'aidant. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être une proche aidant qui est grand-mère, qui du jour au lendemain apprend que son petit-fils est malade puis doit avoir une opération à cœur ouvert. Alors, ça peut être l'aidante qui apprend qu'elle-même a un cancer. Hein? Alors, c'est vraiment une étape où la personne aidante n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités auprès de l'aidant. C'est une étape qui est marquée beaucoup par le chagrin, la tristesse, la colère, le ressentiment, la culpabilité. À cette étape-là, je vous dirais que nos aidants consultent, mais ils consultent accompagnés souvent d'un enfant, d'une sœur, parce qu'ils sont incapables de nommer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils sont totalement bouleversés par la situation. C'est aussi à cette étape-là qu'on décide soit d'augmenter les services ou de demander un hébergement. Je vous dirais que l'approche idéale serait une approche où on tient compte de la communauté, pas uniquement de la personne dépendante, de la famille, mais on tient compte de l'ensemble de la communauté. C'est pratiquement une approche idéale. On a le proche aidant et l'aidé qui sont dans une communauté, mais qui sont aidés par la communauté. Je vous donne un exemple. Le pharmacien. Le pharmacien pourrait être un acteur principal par rapport aux besoins aussi d'aide et de maintien des services à domicile. On tend actuellement, dans le réseau, à explorer cette approche-là, mais tout n'est pas fait. Constamment en contact avec une personne malade ou en perte d'autonomie, l'aidant naturel est confronté quotidiennement à lui-même, à sa propre identité. La personne aidée est souvent en demande envers l'aidant. Or, chaque jour, l'aidant met à contribution sa générosité, sa patience et sa tolérance. Chaque fois qu'il est confronté à ses limites, il réalise combien il est vulnérable face à l'aidé. Sa condition d'aidant ne doit pas l'empêcher d'être tolérant et patient avec lui-même d'abord et avec les autres ensuite. Moi, en tout cas, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise de tout de suite modérer mon 110%, mettons. Parce qu'on veut tellement aider qu'on se surpasse, pas on se surpasse pas. On va dans la limite qu'on ne devrait pas aller. Oui. Là, on dépasse les limites. On dépasse nos limites. J'aurais aimé ça que quelqu'un s'assoie devant moi et dire, regarde, moi, j'ai vécu ça, là. Mais où est-ce que tu t'en vas dans un chemin vraiment sinueux? Il faut que tu tempères tout ce que tu donnes. Sinon, tu n'auras plus la capacité d'aller jusqu'au bout. De continuer. Parce qu'il faut que tu sois en forme jusqu'au bout. Puis tu ne sais pas combien de temps ça va durer le bout. Hein. La fin du bout, on ne le sait pas. Puis c'est pas juste être en forme physiquement, c'est être en forme émotivement. Là. Oui, ça, c'est important. C'est vrai. L'émotivité, là, bien souvent, quand tu es émotif, tu peux tomber malade parce que tu es trop émotif. Oui. Fait que, à quelque part, il faut vraiment se modérer. Puis essayer de se reculer pour essayer de voir si on a fait un bon choix. Parce que des fois, on est très impulsif. Des fois, on s'en va à la guerre, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est ça qu'on aurait aimé ça entendre, qu'il faut vraiment, là, prendre ça tranquillement, puis ça. Je le conseille pas aux autres de le garder aussi longtemps. Ça dépend des caractères. T'sais, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui ont pris ça en main, envers et contre tous, parce que je leur ai fait des reproches à ce moment-là, puis j'étais bien fine. T'sais, placez votre père, ça n'a pas d'allure, lui qui se levait à la nuit, il va vous soigner, puis qui a travaillé 2 jobs pour vous faire vivre. Mais ils m'ont tenu tête, puis je leur ai dit merci après, quand je suis retombée dans... Mais tu viens que tu n'es plus toi-même dans des affaires comme ça, là. Tu sais, là. Ensuite, ça m'a permis aussi, parce que dans
dans la parenté proche, il y en a qui n'étaient pas d'accord qu'il soit placé, hein, parce qu'il n'était pas malade. Alors, il faut que tu sois armé pour faire face à ça aussi. Il faut que tu sois armé, là, parce que la culpabilité, il ne faut pas qu'elle reprenne là-dessus, là. Mais moi, j'avais fait tout ce que je pouvais pas faire plus. Fait qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à me donner des remords là-dessus. Tu te dis, ben, c'est ta mère, elle a pris soin de toi, ben, la moindre des choses, c'est que tu fasses pareil. Puis à un moment donné, ben, tu t'aperçois que tu peux plus. Tu as une limite. Puis cette limite-là, elle arrive, puis il faut décrocher. On n'a pas le choix. Parce qu'à partir du moment où t'en donnes trop et ça te rend malade, tu lui rends pas service. Ça va être quelqu'un d'autre qui va être obligé de s'en occuper, puis ça sera peut-être pas de la façon que toi, tu le souhaiterais non plus. Donc, c'est important à un moment donné de lâcher prise. Ce que ça m'a apporté, le fait de demander de l'aide par rapport à ma relation avec maman, ça m'a apporté, je pense, une sécurité personnelle. Parce qu'avec ma mère, avouons-le, là, bon, c'est sûr, elle me reconnaissait, elle m'a toujours reconnue, elle reconnaissait les membres de sa famille, mais avouons-le, c'était pas facile parce que quelqu'un qui est Alzheimer devient agressif. Ça m'a appris le fait que je peux avoir le droit, par exemple, de dire, ben j'ai le droit de me fâcher, même si ma mère est Alzheimer, j'ai le droit de lui dire des choses. Alors que moi, au début, je me disais, ben bon, je la pardonne, je l'excuse, elle est Alzheimer, je comprends, tu sais. Alors, ça m'a appris que ben j'avais le droit, moi aussi, de lui parler, même si elle s'en souvient pas, là. Moi, j'avais le droit de lui parler pareil, pour lui expliquer que, ben regarde, maman, j'aime pas ça, moi, je me sens pas bien. Elle s'en souvenait pas, mais moi, ça me faisait du bien de le dire. Ça m'a appris aussi à être capable d'accepter davantage, d'accepter, entre guillemets, ça aussi, parce que c'est pas facile d'accepter Alzheimer, là. Mais ça m'a appris à accepter un petit peu plus, puis de me dire ben, que c'était ça la réalité. Là. On pouvait pas personne faire un rewind, là. Il fallait absolument avancer, cheminer là-dedans. Alors, c'est ce que ça m'a appris. Souvent, l'aidante naturelle m'apporte des résistances. Bien, je ne suis pas pour laisser Jean-Claude, ça n'a pas de bon sens. Il va s'ennuyer. Si on demande des services du CLSC, ça va être une étrangère, ou si on demande des services de la Société d'Alzheimer ou d'un groupe comme tel, il va être avec un étranger, une étrangère, je ne peux pas lui faire ça. Souvent, ce que je dis à l'aidant, votre première responsabilité à la vieillesse, c'est de voir à votre propre santé. On a, au niveau des aidantes naturelles, surtout, une gêne et une difficulté, OK, à répondre à ses propres besoins. Vous savez, cette génération-là était beaucoup dans le devoir, les « il faut » et les « je dois ». OK? On essaie, dans mon suivi psychosocial, de travailler des choses avec les aidants naturels. On détricote des croyances. Ce que je dis souvent à l'aidante naturelle, on pourrait-tu, cette semaine, dans votre grand livre de vie, bon, vous avez, je ne sais pas moi, 50 ans de vie commune avec Jean-Claude, on pourrait-tu, cette semaine, ajouter une page à votre livre de vie en disant, moi, je décide de me nourrir, d'aller chercher du bonheur et de le ramener au niveau de l'aidant naturel, de le ramener au niveau de l'aider. On demande à l'aidant naturel de prendre soin de lui et de rapporter ça à domicile et non pas de rendre l'aidé heureux. L'objectif est trop grand. Le lâcher-prise, c'est la faculté d'alléger sa vie dans les moments difficiles. L'aidant naturel doit commencer par regarder autour de lui et prioriser les tâches essentielles à son bien-être et à celui de l'aider. Il doit reconnaître qu'il ne peut pas tout faire, qu'il a ses limites. Le lâcher-prise est essentiel pour garder un équilibre physique, psychologique et émotionnel. Quand la maladie commence à affecter d'une manière démesurée la vie de l'aidant, alors il faut lâcher prise et passer à une autre étape. Comme je vous dis, à un moment donné, c'est ça. Il faut lâcher prise. Il faut penser qu'on est allé à la limite de nos capacités, ou du raisonnable en tout cas. Puis il faut faire confiance, je pense.
je pense que c'est le mot-clé, c'est de dire, là, t'acceptes que c'est plus toi qui va apporter les soins ou qui va faire le principal du travail, que tu vas le confier à quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là, ben il faut que tu lui fasses confiance. Je mets ça un petit peu en parallèle avec quand tu finis ton congé de maternité, tu retournes travailler, puis t'apportes ton bébé à la garderie ou chez la gardienne. La première journée, là, elle se passe pas très bien. Hein? T'es très inquiet. C'est à peu près t'es à peu près dans le même état d'esprit. Puis finalement, ben, tu fais confiance. La gardienne, tu l'as choisie, puis bon, tu as visité la garderie, ou en tout cas, tu t'es organisé, là. Puis tu finis par faire confiance. C'est sûr qu'à un moment donné, on se préoccupe de tout ça, mais il faut absolument lâcher prise. Parce que si on ne lâche pas prise, c'est nous qui tombons malades. Moi, en tant qu'être humain, je suis vraiment impuissante là-dessus, OK? Fait qu'en lâchant prise, ben à ce moment-là, je peux vivre un peu plus pour moi. Parce que depuis 1 an qu'il est en institution, bien souvent, là, je suis un petit peu germaine. Fait qu'il faut absolument que je lâche prise parce que je peux rien. Je peux rien faire pour lui en ce moment-là. Je peux aller le voir, constater combien il est bien, comment on le soigne, s'il mange bien, s'il est propre, etc., etc. Mais il y a une infirmière qui m'a dit, Madame Latour, faites-nous confiance. Mais avec tout ce qui se passe, qu'on entend à la télévision, c'est difficile de faire confiance à un autre être humain, tu sais. On pense que c'est seulement nous qui est capable. Mais non, il faut lâcher prise et il faut faire confiance. Tout en ayant un œil assez vif pour voir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis moi, quand j'arrive là-bas, ben, mon mari, il ne connaît plus mon nom, mais par contre, il a le plus beau sourire au monde. Moi, j'ai la phobie du miroir. Quand je la vois, ben je me dis, hey, quand moi je vais être rendue là, qui va me changer? Puis là, il faut que je me ramène. Là, je pense à ma sœur. Je me ramène au moment présent. Mais je l'ai vécu, de tasser le moment présent avec maman, surtout aux premières visites chez ma sœur. Parce que avec ma mère, j'ai eu des difficultés. Fait que je m'en allais chez ma sœur pour visiter ma mère. Puis j'étais angoissée. Là, je me préparais plein de scénarios dans la tête, là. Puis je fais, tabouère, là, ça va faire, là. Arrête, là, vis ton moment présent. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire, bon, gars, là, faut vivre au moment présent parce que si on va trop en avant, peut-être le scénario sera vraiment différent, là. Fait que le moment présent, là, c'est vrai que c'est le plus important. Notre société a régularisé toute une série de normes pour offrir des appuis à la population tant en santé qu'en services sociaux. Pour que le système fonctionne adéquatement, il faut que les aidants et les aidés apprennent à utiliser les services en connaissant d'abord les normes qui les régissent. Demander de l'aide est perçu par plusieurs aidants comme une forme de faiblesse, comme une démission. En vérité, il n'en est rien. C'est plutôt un signe de contrôle sur la situation. C'est une manière de signifier ses limites et de s'adresser aux personnes compétentes pour offrir les meilleurs soins possibles à la personne aidée. Je faisais partie de deux regroupements. Le regroupement des aidants naturels avec les rencontres d'entraide où on avait des échanges. Et je faisais aussi partie, j'assistais aux rencontres mensuelles à l'Assomption au sujet de la maladie d'Alzheimer uniquement. Ce dernier regroupement-là a été vraiment particulier pour mon cheminement avec ma mère parce qu'à cet endroit-là, c'est tous des gens qui vivent la même chose, mais à des degrés différents. Donc, c'est toutes des personnes qui accompagnent des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, une belle-mère, peu importe. Mais c'est un partage d'expériences. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que ça nous aide, je dirais pas, c'est pas un endroit où je me dis « Oh non, maman va être comme ça plus tard », parce que je pense que chaque cas est différent. Mais c'est un endroit où j'allais puiser des nouvelles façons de faire qui avaient marché avec des gens. Puis je me disais, ben moi, je vais essayer ces nouvelles avenues-là avec ma mère.
Donc, c'était un regroupement qui m'a énormément aidée. Un regroupement, j'avais hâte d'aller à ces rencontres-là parce que malgré le fait que ça soit quand même pas drôle, là, Alzheimer, c'était un groupe où on avait du plaisir à se partager les choses. Oui, il y avait des larmes des fois, c'est sûr, mais on sortait de là, moi je sortais de là beaucoup plus enrichie que tu sais, me rabattre rendu chez moi puis me dire « Ah, c'est pas drôle, ma mère s'en va vers ça présentement. » Donc, c'était vraiment très, très enrichissant. J'ai eu un peu d'aide de ma famille parce qu'il fallait demander, puis c'était pas n'importe qui. Hein. Fallait qu'elle connaisse parce qu'elle est épileptique. Surtout de ce temps-ci, elle tombe partout sur connaissance. Elle fait toutes les absences, toutes les crises. Fait que là, j'ai ma belle-sœur puis mon frère qui s'en occupent beaucoup. Quand je suis mal prise, c'est eux autres qui apprennent. Mais le CLSC, on a des subventions de soutien à la famille. Là, on a de l'aide, bien, j'en donne un peu à ma belle-sœur pour la récompenser, parce qu'elle apprend, elle n'a pas d'heure pour l'apprendre, elle apprend n'importe quand. Puis après ça, j'ai connu la RANCA par Diane Bellil. Si j'avais pas eu ça, je ne sais pas si j'y aurais été. Parce que pour moi, les aidants naturels, c'est des personnes âgées. Puis pourtant, on est placé pour des aidants naturels aussi, parce que ça fait longtemps. Ça fait 35 ans là, que je m'en occupe. Oui. Mais c'est de trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance, tu sais, qui n'a pas peur. Ma belle-sœur, elle peut la garder une journée de temps, elle peut la garder à coucher, il n'y a pas de problème. Puis il y a le CLSC, par la puce. J'ai rencontré une éducatrice qui aime beaucoup Nancy. Là, elle me donne 18 heures par 15 jours, payées par la puce. Alors, il ne faut pas se tanner de demander, hein. Au début, j'avais de la misère, mais là, on demande. Des fois, on a l'impression de toujours quêter ou de se lamenter. Mais c'est pas vrai. On se lamente pas, on demande. Parce que moi, j'ai vu toujours avoir un résultat, tout le temps. Supporter l'aidant et la personne malade peut représenter une forme de projet commun pour une famille, une manière de la rendre plus unie. Bien que s'ouvrir au support des autres puisse être difficile et confrontant, c'est une richesse que d'avoir autour de soi des personnes qui nous soutiennent. Avant d'être au bout du rouleau, mieux vaut s'entourer des gens qu'on aime pour nous soutenir moralement, émotionnellement et physiquement. Au niveau de la famille, c'est aussi important d'avoir un support. Moi, ma famille n'est pas nombreuse. J'ai un seul frère qui a 2 enfants. Mon frère, pour lui, c'était très... Il a essayé déjà de garder ma mère quand je partais une semaine. Quand je revenais, je pense que c'était... il me disait vraiment que ça n'avait pas été facile pour lui. Puis je le comprenais, puis il a été très clair. Je pense que ça prend vraiment une franchise avec les membres de la famille. Puis j'ai jamais considéré que mon frère était pas correct parce qu'il voulait pas venir donner de l'aide comme moi j'en donnais. Je pense que c'était très clair de sa part. Il m'a dit « Ma sœur, tu peux me demander n'importe quoi, mais moi, j'ai pas la patience d'aider maman comme toi tu le fais. » Je pense qu'à partir du moment où la personne nous dit ça, ben, je tiens beaucoup à mon frère, je l'aime beaucoup, donc j'ai accepté ce qu'il me disait. Alors, par des biais de d'autres choses, il m'accordait de l'aide. Une autre personne aussi qui m'a aidée, c'est sa fille, ma nièce, qui était super avec maman, qui venait la garder à l'occasion, qui était très patiente avec elle. Alors, j'ai eu le support de ma nièce avec maman. Il y a aussi la part des amis qui sont importants. J'ai des amis qui venaient à la maison, mais qui étaient aussi capables d'écouter ce que moi j'avais à dire. Donc ça, c'est vraiment important. Parce qu'il faut faire attention, des fois, il y a des gens dans l'entourage qui étaient portés à me dire « Hey, Carole, qu'est-ce que tu vas faire quand ta mère va arriver à telle étape? » Là, je voulais pas paniquer parce que je savais pas ce que j'étais pour faire. Quand c'était pour arriver l'étape suivante, je savais pas. Mais il y a des gens qui, on dirait, qui étaient portés juste à dire ben, qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce qui va arriver quand? Puis je n'avais pas les réponses. La seule réponse que j'avais, dans le fond, c'était ben quand je vais arriver, à ce moment-là, ben j'essaierai de trouver une solution parce que j'ai toujours été capable d'en trouver. Avec, pas toute seule, mais avec l'aide autour de moi.
Donc, je pense que les amis sont importants. L'ouverture aux autres est importante. Parce qu'au début, moi, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que, un, ça me faisait de la peine. Puis deux, je voulais pas que personne voie ma mère d'une façon différente. Alors, j'en parlais pas. Mais je pense que me faisait plus de tort que de bien dans ce sens-là. Je pense qu'il faut vraiment en parler aux gens. Il faut vraiment se dire que oui, c'est là qu'on est rendu. Il faut l'accepter, mais c'est pas évident. Je sais pas si on accepte totalement. On accepte de faire des petits pas dans cette maladie-là, d'accompagner quelqu'un. Mais je pense que c'est en parlant beaucoup là, que ça peut aider. Puis dans tout ça aussi, tu as bien beau dire que tu vas aider ta mère, mais il faut aussi que tu sois un support pour les autres aidants. Hein? Parce que des fois, l'aidante, elle revient de sa visite, puis là, il faut qu'elle parle à quelqu'un d'autre pour comme se déculpabiliser, parce que là, elle, fallait absolument qu'elle parte à telle heure, parce qu'elle a des enfants à nourrir, à le faire le souper. Mais c'était une crise, il a fallu qu'elle laisse maman dépourvue d'aide. Puis là, elle appelle, puis elle dit « Qu'est-ce que je fais? Faut que j'y aille absolument. » Oui, mais c'est ça, faut que tu y ailles. Oui, mais là, puis elle pleure, parce que là, il faut qu'elle laisse maman tout seule. Ça, c'est horrible, là, vivre ça, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix de faire ça. À toutes les fois qu'on trouve un truc, on s'envoie un email, un courriel à toute la famille, puis on dit « Hey, telle affaire, il m'est arrivé, puis j'ai fait telle affaire, ça a fonctionné. » Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi, mais tu l'essayes. Quand tu arrives face à une crise, tu l'essayes. La famille, quand elle accepte la personne qui est, bon, dans mon cas, c'était ma mère, bien, on avait des rencontres familiales, ma mère était là. Je pense que le fait de savoir que la famille est là, pour maman, c'était important pour elle, c'était important pour moi. Alors, c'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources, si elle veut continuer à être aidante. Mais ça prend des gens aussi autour de nous autres, en qui on a confiance, des gens près de nous autres, qui peuvent nous dire « Oui, t'es bonne, mais regarde, continue, regarde, va chercher d'autres sortes d'aide. » C'est vraiment important d'avoir des personnes, puis ça n'en prend pas des tonnes de personnes comme ça. Mais il suffit qu'on ait confiance en quelqu'un autour de nous autres, puis cette personne-là va nous propulser vers des nouvelles avenues, puis c'est vraiment important pour le cheminement ensuite. Pour éviter de se retrouver dans des conditions de fatigue extrême ou de perte de tous ses repères, mieux vaut s'assurer d'avoir auprès de soi des professionnels de la santé qui peuvent répondre aux interrogations et diminuer le fardeau de la prise en charge d'une personne malade. Le système de santé est composé d'une multitude d'organisations qui sont là pour offrir une panoplie de services afin de soutenir les aidants naturels, tels le regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption et le réseau des aidants naturels d'Autrey. Les organismes et les institutions proposent entre autres des répits, des groupes de soutien et des suivis réguliers. La responsabilité du gouvernement, c'est de me donner un coup de main. C'est sûr, ça a commencé comme ça. Ils ne donnent pas nécessairement le coup de main que je voudrais, mais au moins j'ai de l'aide. J'ai du répit, puis je peux sortir, ou je peux être avec la gardienne, puis pas être toute seule à la maison à répéter, puis avec quelqu'un qui ne parle pas. C'est le CLSC qui m'a procuré tout ça, d'abord. C'est au CLSC que je me suis adressée. J'ai 3 heures le mercredi par l'organisme qui s'appelle PUS, là, mais qui dépend du CLSC, puis 7 heures par la coop. Donc, en fait, le centre de jour, c'est un milieu qui est ouvert pour les gens. Et on va parler peut-être ici à Deux-Rives, là, c'est plus une ouverture pour les gens qui sont atteints de démence. Ce qu'on va offrir comme service, bien, c'est surtout du répit pour les aidants naturels. La personne qui fréquente le centre de jour participe à des activités, donc il y a toute une portion de stimulation cognitive. On va aussi dîner avec la clientèle, on offre le service de repas. Et en après-midi, on fait un peu plus d'activités pour se dégourdir un peu puis maintenir aussi les capacités physiques. On a aussi la commission scolaire qui peut offrir de la zoothérapie, de la musicothérapie et des groupes d'activités physiques aussi. Donc, au niveau du support que moi, je peux apporter, je vais commencer dans un premier temps par remplir avec la famille ou l'aidant principal le formulaire qu'on appelle « Histoire de vie ». Donc, c'est un formulaire qui prend à peu près 45 minutes, 1 heure de temps, où est-ce que je regarde tout le passé de la personne
avant les atteintes cognitives et aussi présentement avec les atteintes, comment la personne réagit. Donc, on va regarder où est-ce que la personne est née, quelles étaient ses habitudes vestimentaires, alimentaires, les activités qu'elle pratiquait. Ce qui fait en sorte qu'on a un portrait, une photo de la personne avant les atteintes et maintenant avec la maladie. Ce qui permet d'adapter toutes les interventions et les activités qu'on va faire. Lorsque je rencontre la famille, les aidants, on leur remet une pochette informative comme celle-là ici, où est-ce qu'on va retrouver une série de documentation sur toute la Société d'Alzheimer, tous les services qu'ils offrent pour les aidants, pour l'aider. Puis aussi peut-être des petits dépliants là, pour des ressources qui peuvent apporter du support à la maison pour la famille. Ça va arriver que je vais me déplacer chez la clientèle. Ça va être plus dans mon volet CLSC. Quand les auxiliaires familiales et sociales vont éprouver des difficultés ou qui vont se questionner, je peux aller à domicile faire de l'observation, faire des recommandations pour les aider à améliorer puis à offrir une qualité supérieure au niveau de leur travail. Okay. Donc, avec cette clientèle-là, c'est évident que parfois, on va avoir des problématiques au niveau du comportement. Des fois, c'est difficile de donner le soin d'hygiène, la personne ne veut pas. Alors, comment on peut l'amener à recevoir son soin d'hygiène sans créer de traumatisme ou encore sans forcer la personne? Moi, je trouve que quand tu es, ce qu'on peut dire l'expression, embarqué dans le circuit, tu as quand même pas mal de services. Les gens reçoivent quand même assez de services. C'est au tout début que tu as le plus de besoin d'aide puis que tu n'en as pas. Tu te retrouves, tu sais, avant le placement, je veux dire, là, tu te retrouves que, bon, la plupart du temps, tu connais pas le milieu. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer, puis il n'y a personne pour te le dire non plus. Puis oui, tu as besoin d'aide, mais tu sais pas où aller chercher l'aide. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de travail qui pourrait se faire là, avant le placement. Puis c'est là souvent aussi que les gens ils sont le plus désemparés. Tu as besoin de connaître le système. Tu ne connais pas le système, là. Bien, en gros, quand la personne reçoit le diagnostic d'Alzheimer, que ce soit à l'hôpital ou encore par les cliniques de médecine familiale, il faut que la personne tente d'aller chercher de l'aide rapidement, même si dans les premiers temps, ça va bien puis qu'il n'y a pas nécessairement de problématique majeure. Contacter la Société d'Alzheimer, c'est vraiment un des premiers pas à faire, mais je dirais aussi tout l'aspect juridique. Donc, le mandat d'inaptitude, c'est important. Voire à être protégé au cas où il arriverait un incident. D'avoir peut-être aussi à la maison une petite pochette d'urgence, donc pour les médicaments, pour si la personne venait qu'à sortir du domicile, donc on puisse la retracer facilement avec une photo, un portrait détaillé. Puis je dirais que le CLSC peut aussi être sollicité pour les soins à domicile, là, que ce soit des soins d'hygiène, mais aussi une travailleuse sociale ou une ergothérapeute qui va vous faire des adaptations à domicile aussi, c'est important. Normalement, une personne qui tombe malade, s'il vient de l'hôpital, c'est l'hôpital qui fait directement le lien avec le CLSC. Sinon, c'est la famille qui peut appeler tout simplement l'accueil du CLSC, expliquer son problème, puis selon la problématique, on va l'orienter vers les différents services. Fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée, mais si la personne elle-même, disons, est chez elle, puis qu'elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie quelconque, bien, elle peut appeler au CLSC. Puis là, en expliquant tout ça, bien, on va l'orienter vers les bonnes ressources. La Société d'Alzheimer offre de la formation pour les proches aidants. La particularité de ce programme de formation-là, c'est qu'on offre aux proches aidants un gardiennage à domicile. Souvent, ce qu'on avait comme réponse, c'est que les gens étaient intéressés à participer au programme de formation sur l'évolution de la maladie, mais n'avaient pas nécessairement les ressources nécessaires pour rester avec la personne atteinte. Alors, la Société, évidemment, elle a considéré ce besoin-là et on offre aux proches aidants un gardiennage pendant le temps de formation. Alors, en plus du gardiennage, si la personne, le proche aidant n'a pas la possibilité d'avoir un transport, on offre aussi un transport, la possibilité d'aller les chercher puis d'aller les reconduire pendant le temps de la formation. Et ça, à mon avis, c'est un moyen intéressant pour outiller davantage les proches aidants. Les accompagnatrices à la maison, leur plus grand défi, c'est de trouver ce qui les stimule cognitivement, mais émotivement. La personne atteinte, dans l'évolution, évidemment, elle
développer ou elle va perdre un peu sa capacité à s'exprimer. Donc, on parle des troubles aphasiques. Donc, on devra, ensemble, comme proches aidants, puis comme professionnels travaillant auprès de ces gens-là, trouver d'autres façons de communiquer avec ces gens-là. Alors, l'autre façon de communiquer avec ces gens-là, c'est de parler de ce qui a toujours une connotation émotive pour eux. Alors, l'accompagnatrice, par exemple, si la personne elle a un intérêt, comme je disais tantôt, pour les chevaux, bien, elle va parler des chevaux. Si elle a un intérêt, excusez, pour, par exemple, la peinture, puis que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas fait de peinture, bien, on va essayer de restimuler, en fait, ses habiletés à faire de la peinture en lui montrant des photos tout d'abord, en la faisant dessiner dans un deuxième temps et éventuellement à sortir les pinceaux, la peinture. Peut-être que l'accompagnatrice va commencer à griffonner ou à essayer de commencer à peinturer. Et là, ça va comme rappeler certains réflexes ou certains mécanismes, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, entre autres, ce qu'on a déjà fait souvent dans la vie puis qui nous passionnait, bien évidemment, on peut retrouver parfois ces acquis-là. Alors, on va essayer de retrouver ce qui passionne ces gens-là, ou ce qui passionnait ces gens-là, ou ce qui passionne toujours la personne, mais qu'elle a plus de difficultés. Donc, en prenant du temps avec eux individuellement, en l'encourageant, en lui disant que c'est pas grave si elle se trompe, c'est pas grave si c'est pas beau tout de suite, c'est pas grave, l'important c'est qu'on a du plaisir puis qu'elle aime faire ce genre d'activité-là. Alors, les activités cognitives, c'est pas nécessairement toujours des jeux, mais c'est souvent identifier ce qui intéresse la personne et miser sur ça pour lui permettre de vivre des réussites, puis qu'elle puisse dire « je suis encore capable, je suis encore utile, j'ai besoin de ça pour me sentir utile, de faire cette activité-là et je la fais encore ». Alors, la confiance en soi, l'estime de soi, évidemment, ça a un impact et la personne, évidemment, en tout cas, peut poursuivre son chemin encore un petit bout de temps, tu sais, en maintenant ses acquis personnels. Nous, on aide autant la personne handicapée elle-même, donc l'aider, qu'on va aider les aidants naturels, souvent les parents, les proches, là. Les deux peuvent être membres chez nous, d'ailleurs. On est là autant pour les personnes handicapées que pour leurs proches, qui sont souvent leurs aidants naturels. Fait qu'on aide les deux. On peut accompagner des parents dans... souvent, déficience intellectuelle, c'est les parents qui font la majorité des démarches pour la personne elle-même parce qu'elle n'a pas les capacités de le faire. On va les accompagner là-dedans. Mais on a aussi des soirées d'échange pour les aidants qu'on fait en collaboration avec le Centre de réadaptation La Myriade. C'est vraiment des parents qui ont des jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle puis qui peuvent se réunir une fois par mois, des fois une fois par 2 mois, dépendamment des périodes, là, pour soit échanger sur ce qu'ils vivent puis ventiler, mais aussi ils font des demandes pour avoir des informations spécifiques, là. Avant toute chose, un aidant naturel est un proche de la personne malade. La charge émotive est très grande dans la relation, car les deux personnes se connaissent très bien. Elles s'aiment et se côtoient depuis des années, voire depuis toujours. Ce n'est ni leurs études et ni leurs diplômes qui définissent leur rôle, mais seulement la proximité avec la personne malade et le don de soi. Avant d'être aidante, une personne cumule déjà plusieurs rôles dans la société, tant au niveau personnel que professionnel. Ce nouveau statut d'aidant naturel s'additionne aux autres, rendant encore plus complexe l'organisation du quotidien. Mais un aidant, c'est quelqu'un avant tout qui prend soin de quelqu'un d'autre. Habituellement, il prend soin de quelqu'un qui aime. C'est déjà en partant, je pense, le critère numéro 1. C'est vraiment de voir à son bien-être, dans la mesure du possible, le plus possible. Puis jusque souvent au-delà de nos forces. On s'oublie souvent complètement pour aider la personne qui en a besoin. Je dirais qu'un bénévole, c'est souvent quelqu'un qui s'implique dans une cause qui lui tient à cœur, alors qu'un aidant, bien, la cause est là, puis il n'y a pas le choix de la prendre. La personne qui devient aidante naturelle a aussi d'autres rôles dans la vie. Ça peut être une conjointe, ça peut être une belle-sœur, ça peut être la mère de, ça peut être la grand-maman de, hein? Ça peut être une femme qui fait partie d'un club optimiste. Elle a plusieurs rôles. OK?
Mon expertise à moi fait en sorte que quand je reçois une proche aidante dans mon bureau, OK, j'ai ma paire de lunettes invisibles. OK? J'essaie de regarder au niveau de cette proche aidante-là, qui est-elle? Hein? Dans quelle famille fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est un couple de longue date? Est-ce que c'est un couple, une union récente? Est-ce que c'est un couple où il y a une dynamique dominant-dominé? Ou un couple égalitaire? Hein? Ou un couple complémentaire? Est-ce que c'est une famille fermée où c'est très difficile, OK, de savoir quelles sont les règles, quels sont les secrets? Est-ce que c'est une famille dysfonctionnelle complètement? Est-ce que la personne a vécu antérieurement des situations d'abus, de négligence? Est-ce que la personne a un support aussi de son réseau? OK? Est-ce que la personne a une santé mentale adéquate aussi? Alors, mon expertise à moi est d'apporter à l'équipe interdisciplinaire, OK, le portrait de la proche aidante et de l'aider, OK, à l'intérieur des services qu'on peut leur offrir. J'aime beaucoup aborder aussi avec les aidants la théorie des rôles, OK, parce que quand on comprend ça, on peut savoir, OK, pourquoi, OK, la dynamique familiale devient de la dynamite familiale, OK? Je m'explique. Quand on devient aidant naturel, OK, je vais vous donner un exemple. Il y a Annette puis il y a Jean-Claude. Annette est atteinte de sclérose en plaques. Jean-Claude est travailleur, père de famille, conjoint d'Annette. Il est membre d'un club sportif. Puis la fin de semaine, bien, il coach une équipe de hockey. OK? Annette a la sclérose en plaques. Elle n'est plus en mesure de faire son entretien ménager. Ce qui peut arriver dans une situation, c'est que Annette peut s'attendre à ce que ce rôle-là, OK, au niveau de l'entretien ménager, soit d'emblée pris par Jean-Claude, ce qui n'est pas toujours le cas. Jean-Claude, culturellement, il n'en a jamais fait du ménage. Pourquoi il en ferait là actuellement? Il a aussi sa charge de travail comme pourvoyeur, puis il a à s'occuper des enfants aussi. Alors, vous voyez, on entre dans des conflits de rôles. Annette, elle s'attend à ce que son conjoint réponde à ce besoin-là. On appelle ça des conflits de rôles. Dans les rôles aussi, on peut assumer un rôle, mais être en désaccord avec le rôle qu'on assume et ne pas le dire. C'est là qu'avec notre paire de lunettes, on peut regarder ce qui pose problème et conflit. Dans la diade aidant-aidé. Je vous donne un exemple, toujours avec Annette et Jean-Claude. Jean-Claude peut assumer le rôle que Annette souhaite, comme faire l'entretien ménager, tout ça. Disons que Jean-Claude, là, bon gars, il assume ce rôle-là. Puis, il est encore en équilibre au niveau de son travail, au niveau de ses loisirs, puis au niveau des besoins des enfants. Annette, qui a la sclérose en plaques, qui a des limites fonctionnelles, OK, même si le rôle est assumé, n'accepte pas que Jean-Claude, OK, le fasse ou le joue. Parce qu'Annette souhaite continuer ce rôle-là, malgré la maladie. On a tous un aidant naturel autour de nous qui travaille d'une façon gratuite et avec toute l'énergie que ça demande. Alors, il faut que la société supporte les aidants naturels parce que de toute façon, avec le vieillissement de la population, il va y en avoir de plus en plus. Donc, le système qui est déjà engorgé, alors, imaginez-vous si on n'a plus d'aidants naturels au bout parce que les conditions seraient trop difficiles à supporter, ce serait vraiment une faillite pour le système de santé. Alors, le 80% du maintien à domicile est fait par les aidants naturels et le 20% par le système de santé. Donc, on voudrait qu'il y ait un équilibre entre les deux et tout le monde va être gagnant. Ça va être une collaboration formidable et ce serait
serait une fierté nationale que de savoir qu'on a réglé le problème des aidants naturels ici au Québec. Lorsqu'on devient aidant naturel, on apprend à gérer notre vie en fonction des besoins spécifiques du proche malade. Lorsque cette personne décède ou qu'elle doit être placée en institution, l'aidant naturel se retrouve soudainement seul après avoir tant donné. Une fois de plus, la personne aidante devra réorienter sa vie et vivre avec le deuil ou un sentiment de perte. Le fait d'avoir vécu pendant quelques semaines ou plusieurs années avec une personne malade change la manière de voir la vie. C'est épeurant. C'est parce que là, on ne sait pas comment ça va finir. Tu sais, on est là, on est présent, mais dans le fond, c'est nous autres qui est supposé de partir avant elle. C'est quoi qui va arriver avec elle? On ne sait pas. C'est de l'inquiétude. Ouais, puis de l'angoisse. Parce qu'on vieillit, puis on est moins fort, on est moins tolérant, on est plus fatigué. Puis elle, bien, est encore là, puis elle vieillit elle aussi, elle demande un peu plus. Je me dis, pourquoi tant se donner, essayer de t'y en montrer, puis t'y en montrer, puis t'arrives à la fin, il n'y a plus personne pour s'en occuper. C'est là, on a un vide, là. Moi, je fais beaucoup d'angoisse là-dessus. Beaucoup. C'est extrêmement difficile à expliquer tout ce qu'on peut vivre en dedans de nous autres, là. Parce qu'une personne âgée, tu dis, elle est rendue à 80, elle est rendue à 88, elle a fait sa vie. Mais elle, là, depuis l'âge de 5 ans qu'on est là, elle n'a jamais été en dehors de nous autres. Et on a toujours été là, présente à elle. Elle arrive du jour au lendemain, on n'est plus là. Qui va s'en occuper? On n'a plus de place. Une des craintes que moi j'entends le plus souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là? Moi, je suis là, je sais ce qu'elle a de besoin, je la comprends, j'assure sa sécurité, j'abuserai jamais d'elle. Et quand je serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Puis souvent, les parents vont y penser des fois à envoyer la personne dans une ressource de type familial ou dans une ressource intermédiaire parce qu'ils sont essoufflés. Mais la peur, c'est toujours qui va m'assurer qu'ils sont bien traités, puis qu'ils mangent correctement, puis qu'il n'y a personne qui les vole, puis qu'il n'y a personne qui abuse d'eux. C'est très insécurisant pour les aidants. 70 des aidants naturels fonctionnent avec une personne de 45 ans ou de 55 ans et moins. Alors, et ça, c'est vraiment la zone grise. C'est là qu'il faut travailler. C'est là que le RANCA travaille fortement à faire connaître aux instances gouvernementales le besoin des aidants naturels qui ne se retrouvent pas là, dans tous les services offerts et qui sont louables, mais qui s'adressent aux gens de 65 ans et plus. Alors, ça, c'est un des premiers buts du RANCA actuellement, de faire connaître cette réalité-là et de pouvoir avoir des sous pour la combler, c'est combler les besoins et les souhaits de ces gens-là. Avec l'expérience que j'ai, je peux aider d'une certaine façon. Je ne peux pas jouer à spécialiste, je ne suis pas une spécialiste pour les malades, mais c'est là que je me suis rendu compte que les aidants, là, on pouvait s'aider entre nous autres aussi. Thank you.